Alors passons maintenant aux aspects énergétiques. J'ai représenté ici le pendule élastique, et je vous rappelle que la masse est soumise à deux forces. La question que je vais me poser, c'est est-ce que ce système est conservatif? Est-ce que je peux écrire une relation de conservation de l'énergie mécanique, par exemple, etc., etc. Alors d'abord, je vais me poser la question, que vaut gradient de x carré? X étant l'élongation du ressort par rapport à la position d'équilibre. Alors, mathématiquement, le gradient de x carré, je rappelle ce que c'est qu'un gradient. Vous dérivez par rapport à x pour avoir la première composante, vous dérivez par rapport à y pour avoir la deuxième composante, etc. etc. Et vous obtenez un vecteur avec trois composantes cartésiennes. Si je dérive x2 par rapport à x, je vais avoir 2x. Si je dérive x2 par rapport à y ou par rapport à z, j'aurai 0. Donc j'obtiens comme résultat, tout simplement, 2x suivant ux. Alors pourquoi je fais ça? Bien, on a vu, nous, que la somme des forces P plus T, ça s'écrit moins K fois X, l'élongation par rapport à la position d'équilibre, moins KX UX. Or, puisque d'après cette équation X, c'est gradient de X carré divisé par 2, ben je remplace X UX par 1 demi de gradient de X carré, et je peux rentrer le K qui est une constante dans le gradient, et le 1 demi également, et j'obtiens moins gradient de 1 demi de KX2. Donc la somme des forces s'écrit comme moins le gradient d'une fonction. Et qu'est-ce que c'est que cette fonction? Ben, on a vu par définition, c'était l'énergie potentielle associée à P plus T. Donc, moralité, le pendule élastique est un système qui est conservatif, dont l'énergie potentielle s'écrit EP égale 1 demi de Kx2. De manière générale, l'énergie potentielle élastique d'un ressort, c'est 1 demi de K fois l'allongement au carré. Donc l'énergie mécanique se conserve, puisqu'on a un système conservatif, et donc je peux écrire la relation de conservation de l'énergie mécanique. 1 demi de mv2 plus 1 demi de kx2 qui reste constante. Voilà, donc j'ai une énergie cinétique qui se convertit en énergie potentielle, par exemple. D'ailleurs, au passage, je retrouve l'équation différentielle. Si vous dérivez cette relation par rapport au temps, la constante va donner 0. Ça va donner ici 1 demi de k fois 2x, x point. Et là, ça va donner 1 demi de m fois 2v, v point. V étant égal à x point. Et quand on simplifie par v, on obtient x point point plus oméga 0 carré x égale 0. Donc on retrouve l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique. C'est une autre technique pour trouver facilement l'équation différentielle d'un oscillateur, c'est d'écrire la conservation de l'énergie mécanique. Donc, un oscillateur harmonique est un système conservatif dont l'énergie potentielle est de la forme 1 demi de kx2. Alors si on représente le profil de l'énergie potentielle, c'est-à-dire que si je représente comment l'énergie potentielle varie avec x de déplacement, puisqu'on a vu qu'on avait EP égale 1 demi de kx2, on a donc une courbe parabolique ici. On a la conservation de l'énergie mécanique qui dit que EM c'est EC plus EP. Donc vous voyez par exemple si le point représentatif du pendule élastique se trouve ici, pour une certaine élongation x, eh bien vous avez l'énergie potentielle qui est cette grandeur-là, et comme EM est constante, égal à EC plus EP, le complémentaire ici, ça ce sera l'énergie cinétique. D'accord? Et l'énergie mécanique reste constante, donc au fur et à mesure que x varie au cours du temps, en oscillant par exemple, eh bien on va avoir la répartition entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qui va changer. Deuxièmement, EP est inférieur ou égal à EM. Pourquoi? EC c'est 1 demi de mv2, c'est forcément un terme positif. Donc EM est supérieur ou égal à EP. Donc les états qui sont permis correspondent aux états pour lesquels l'énergie potentielle est inférieure ou égale à l'énergie mécanique. Donc si je fixe l'énergie mécanique ici, tous ces états sont permis, on dit qu'on a des états accessibles, et tous ces états-là sont interdits. Une première conséquence toute simple, c'est que, vous voyez, x ne peut osciller qu'entre cette valeur-là, maximale,
et cette valeur-là minimale. On retrouve donc ici A et là moins A. D'autre part, si je représente moins gradient de EP, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gradient de EP, c'est un vecteur qui est dirigé vers les valeurs croissantes de EP. Donc EP croît dans ce sens-là, donc comme il y a un moins devant, ben, moins gradient de EP, c'est un vecteur qui est dans ce sens-là. Même chose ici, moins gradient de EP est comme ceci. Donc ça veut dire que quand je suis ici, la force va entraîner ce point dans cette direction-là. Et quand je suis à gauche, la force va m'entraîner dans cette direction-là. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le point descend en accélérant, la vitesse est maximale ici. Pourquoi? Parce que l'énergie cinétique est maximale. L'énergie cinétique, c'est tout ça, en fait. Et ensuite, le point va à gauche en décélérant, puisque la force est opposée à la vitesse, et jusqu'à s'annuler. La vitesse s'annule ici, où le x vaut moins a, et ensuite le point rebrousse chemin et va osciller. On dit que l'oscillateur est piégé dans un puits de potentiel parabolique. Notez que cette vitesse maximale, je peux l'obtenir facilement avec l'énergie mécanique, puisque dans ce cas-là, l'énergie potentielle c'est 0, et donc toute l'énergie mécanique se résume à l'énergie cinétique. Donc on a EM égale 1,5 de m fois la vitesse Vmax au carré. Donc vous voyez, c'est très facile avec l'énergie mécanique de trouver l'amplitude ou la vitesse si on connaît l'énergie mécanique. Donc l'oscillateur, comme je disais, oscille dans un puits de potentiel parabolique entre moins A et A. Alors cette façon d'analyser le profil énergétique, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire et qui est assez importante parce que ça donne des renseignements qualitatifs sur le comportement d'un système. C'est souvent ce qu'on fait quand on a un système conservatif à un degré de liberté. Imaginez que vous ayez un système dont voici le profil d'énergie potentielle en fonction d'une variable x qui serait son degré de liberté. Alors vous voyez, chez nous, dans mon exemple du pendule élastique, x ça représente une distance, mais ça pourrait très bien être autre chose, ça pourrait être un angle, ça pourrait être voilà, une autre variable, en tout cas qui décrit le comportement du système. Si le système n'a qu'une seule variable d'état, en quelque sorte, on dit qu'on a un système à un degré de liberté. Donc vous voyez ici, dans le profil ici de l'énergie potentielle, on a un profil qui présente un minimum ici, et puis un maximum ici. Enfin, ce minimum et ce maximum représentent des équilibres. Pourquoi? Parce que, je rappelle, la force ici, que je vais représenter par des flèches comme ceci, c'est moins gradient de EP. Donc, ici, par exemple, lorsque on a un minimum ou un maximum, eh bien, la dérivée ici de EP par rapport à x, ça vaut 0, puisqu'on a un extrémum, et donc la force vaut 0 ici, ici, ici. Si la force vaut 0 là et là, c'est donc qu'on a un équilibre. Donc les extrémas du profil de l'énergie potentielle vous donnent des positions d'équilibre. Autour de l'équilibre, vous pouvez savoir comment le système va se comporter grâce à ces petites flèches ici. Par exemple, là on voit bien que le système va avoir tendance à être accéléré ici, puis décéléré ici, etc. On va probablement avoir des oscillations. Et ici, le système va avoir tendance à s'éloigner vers la droite. Si on fixe l'énergie mécanique, eh bien, il y a des états qui sont accessibles, d'autres qui sont interdits. Je rappelle, il faut que l'énergie potentielle soit inférieure à l'énergie mécanique, ou égale. Donc ici, voilà des états possibles ici, voilà des états possibles, mais en pointillé, là, j'ai mis tous les états qui sont interdits. Donc, par exemple, dans mon cas, si initialement je suis par ici, et si l'énergie mécanique est fixée à EM ici, eh bien, le système va se mettre à osciller entre deux valeurs. Le système va être piégé dans un puits de potentiel ici, une cuvette, qu'on appelle un puits de potentiel, et ici on aura un système d'oscillation. A l'inverse ici, si on est ici, par exemple, eh bien le système va s'éloigner jusqu'à l'infini, si l'énergie potentielle tend vers 0 jusqu'à l'infini. Donc là le système va aller jusqu'à l'infini. Alors,
A priori, là, on a un puits de potentiel, mais qui n'est pas parabolique. Si on peut approcher le puits de potentiel par une parabole, ce qui suppose qu'ici on doit avoir alors une dérivée seconde qui est non nulle, eh bien, si on peut approcher le puits de potentiel par une parabole, eh bien, ça veut dire qu'au voisinage de l'équilibre, on va pouvoir décrire le comportement du système par un oscillateur harmonique. Dans ce cas-là, on dit qu'on fait une approximation harmonique. C'est la même chose que de dire on fait une approximation des petites élongations ou des petits déplacements par rapport à la position d'équilibre. Comment je fais pour approcher la cuvette ici en bleu par une parabole? Eh bien, on utilise un résultat de mathématiques qui est le développement de Taylor. Alors, vous avez peut-être vu ça en mathématiques, quand on a une fonction dérivable, on peut l'approcher, on peut faire un développement de cette fonction au voisinage d'un point. Et c'est ce que je vais faire pour l'énergie potentielle EP de x. Je vais faire un développement au voisinage de l'équilibre. Donc je vais appeler EP ec la valeur de EP lorsque x égale x équilibre. Alors, voilà comment s'écrit le développement de Taylor. EP de x, c'est EP à l'équilibre, plus la dérivée de EP par rapport à x calculée à l'équilibre, fois x moins x équilibre, plus 1/2 fois la dérivée seconde de EP calculée à l'équilibre, fois x moins x équilibre au carré, plus, etc., etc. On a des termes en 1 sur n factoriel, dérivée nième, fois x moins x équilibre puissance n. Alors, vous comprenez bien que si on est proche de l'équilibre, x moins x équilibre est petit. Si x moins x équilibre est petit, son carré est très petit. La puissance 3 est encore plus petite, etc., etc. Donc on peut faire des approximations et négliger les termes très petits. Alors l'approximation harmonique, ça consiste à négliger tous les termes au-delà du rang 2, du rang n égale 2, de garder que les termes dans l'énergie potentielle, que les termes d'ordre 1 et 2. Dans ce cas, au voisinage de l'équilibre, eh bien voilà comment on peut écrire l'énergie potentielle. C'est égal à une constante, le P de l'équilibre c'est une constante. Ça, la dérivée première calculée à l'équilibre, eh bien elle vaut 0, puisque ici on est à l'équilibre, donc la dérivée ici de EP par rapport à x égale 0. Donc EP' ici, à l'équilibre, vaut 0. Donc ce terme-là disparaît, et il me reste 1/2 fois une constante, que je vais appeler kappa, fois x moins x équilibre au carré. Et le kappa, ça représente la dérivée seconde de l'énergie potentielle. Donc notez que kappa est positif dans ce cas de figure-là, ici, où on a une dérivée seconde positive puisqu'on a un puits de potentiel. Par contre, ici, au voisinage de l'équilibre, kappa est négatif, parce qu'ici, on a un maximum. Donc, voilà, vous voyez, au voisinage de l'équilibre, l'énergie potentielle varie de façon parabolique. J'ai fait ce qu'on appelle l'approximation harmonique. Si je reprends maintenant l'énergie mécanique et que je l'écris au voisinage de l'équilibre, alors l'énergie mécanique, ce sera l'énergie cinétique du système. Alors, admettons que l'énergie cinétique s'écrive sous la forme 1/2 de mu, qui serait l'équivalent d'une masse, fois x point au carré, qui va jouer le même rôle que la vitesse au carré, plus 1/2 de kappa fois x moins x équilibre au carré plus constante. Ça, c'est l'expression de l'énergie potentielle au voisinage de l'équilibre. Ça, c'est l'énergie mécanique. Donc, le système étant conservatif, ça reste constant. Et donc, si je dérive par rapport au temps l'énergie mécanique, je vais trouver tout simplement, si je pose grand X égale x moins x équilibre, et que je dérive par rapport au temps, je vais tomber sur cette équation différentielle. X point point plus k sur mu, x égale 0. Et vous reconnaissez ici l'équation différentielle d'un oscillateur. C'est bien de la forme x point point plus oméga 0 carré x égale 0. Alors attention, à condition que kappa soit positif. Si kappa est positif, ce terme-là va être positif, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mu va être positif. L'énergie cinétique, c'est toujours positif, donc de toute façon, mu est positif. Kappa, si kappa est positif, ce terme-là est positif, et alors on a bien un comportement d'oscillateur. Donc, si kappa est positif, c'est-à-dire si on a
minimum d'énergie potentielle, le système va osciller autour de la position d'équilibre, ce qui veut dire que l'équilibre est stable, entre parenthèses. Hein, ça veut dire que si je m'écarte de l'équilibre, le système va revenir à sa position d'équilibre en oscillant autour de la position d'équilibre. On dit alors que l'équilibre est stable. A l'inverse, si vous avez kappa qui est négatif, c'est-à-dire dans le cas où l'énergie potentielle est maximum. Si kappa est négatif, alors je vous laisse résoudre cette équation différentielle. Dans ce cas-là, les solutions sont des exponentielles qui vont diverger au cours du temps. Quand t tend vers l'infini, les solutions tendent vers l'infini. Ça veut dire que grand X va tendre vers l'infini quand t tend vers l'infini. Si je m'écarte légèrement de la position d'équilibre, alors x va croître indéfiniment au cours du temps, ce qui est le propre de l'équilibre instable. Pour illustrer ce que l'on a dit, regardez, prenons l'exemple d'un pendule pesant constitué d'une tige métallique de masse négligeable devant la masse ici que je fixe au bout là. Imaginons qu'on lance, on impulse une vitesse v0 à la masse là, à t égale 0. Ce système est un système conservatif, on l'a déjà vu, hein. Seul le poids travaille et le poids est une force conservative. Quand on exprime l'énergie potentielle en fonction de l'angle θ, qui est ici le degré de liberté ici qui décrit mon système, hein. Lorsque θ est fixé, je sais exactement comment est mon système. Si j'exprime EP en fonction de θ, j'obtiens EP égale mgz, et z c'est L fois 1 moins cos θ. Si je représente EP en fonction de θ, j'obtiens cette courbe-là. Alors vous voyez plusieurs choses ici. Vous voyez, on voit d'abord le fait qu'il y a une cuvette ici. Là, on voit un maximum, et ici un minimum. Et là aussi un maximum. Pour θ égale 0, on a un minimum. Donc on a un équilibre stable en θ égale 0. Ça, vous le savez, hein, si on se met en 0, on est à l'équilibre. Si on perturbe l'équilibre un tout petit peu, on va osciller autour de la position d'équilibre. C'est stable. A l'inverse, θ égale pi ou moins pi, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je mets la masse tout là-haut, on a un équilibre mécanique. Mais si on s'écarte un tout petit peu, hop, eh bien la tige va tomber. On va avoir un équilibre instable. Si vous perturbez le système en donnant une petite énergie pour le perturber un tout petit peu par rapport à la position d'équilibre, vous voyez bien que les états ici accessibles sont ceux-là, qui correspondent à ces petites cuvettes. Donc je vais avoir un puits de potentiel ici, sous la forme d'une cuvette, et donc je vais osciller dans la cuvette ici. Et vous vous rendez bien compte que si θ max est faible, eh bien je vais avoir des petites oscillations qui seront quasi harmoniques. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir approcher cette cuvette par une parabole. Là, j'ai dessiné en orange la parabole qui approche le mieux la courbe en bleu. Et on voit bien que pour les petits angles, l'approximation est excellente. Pour les grands angles, l'approximation était moins bonne, hein. On voit des écarts ici à l'harmonicité. Donc on peut dire en première approximation qu'un pendule simple, eh bien, si les angles sont petits, va se comporter comme un oscillateur harmonique. Question, quelle va être sa fréquence ou sa période propre d'oscillation? Eh bien, là c'est facile. Avec un petit raisonnement énergétique, on va trouver la réponse très rapidement. Il suffit juste de trouver l'équation de cette parabole. Comment on s'y prend? Eh bien, déjà, on écrit l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, je l'ai déjà dit, hein, mgz, ça fait mgl fois 1 moins cos θ. Ensuite, je fais l'approximation des petits angles ici. Donc, j'approche le cosinus θ par son approximation de petits angles, c'est 1 moins θ carré sur 2. Qui est l'approximation à l'ordre 2. Si je remplace cos θ par cette expression, j'obtiens 1 demi de mgl θ carré, ce qui est bien l'équation d'une parabole. Le mgl, ça correspond au kappa dont j'ai parlé tout à l'heure. Si j'écris maintenant l'énergie cinétique, 1 demi de mv2, ça fait 1 demi de m fois, alors la vitesse ici de la masse, comme on a un mouvement circulaire, de rayon petit l, et de vitesse angulaire θ point égale oméga, c'est r oméga, c'est-à-dire L θ point. Donc quand on remplace, on a EC égale 1 demi de ml2 θ point carré. Quand j'écris que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle se conserve, et que je dérive ensuite par rapport au temps, eh bien j'obtiens comme équation différentielle, donc là je vous laisse faire, il y a une simplification à faire, mais vous trouvez
θ point point plus G sur L θ égale 0, qui est bien l'équation d'un oscillateur harmonique de la forme θ point point plus oméga 0 carré θ égale 0, et oméga 0 carré, vous voyez, c'est G sur L. Donc la pulsation propre, c'est oméga 0 égale racine de G sur L. De sorte que T0, la période propre des oscillations, c'est 2π racine de L sur G. Vous voyez, on retrouve ici la formule que l'on avait déjà rencontrée lors du chapitre sur les incertitudes de mesure, où on avait étudié un pendule simple, et je vous avais donné l'expression de la période d'un pendule simple, et là vous voyez on a la démonstration T0 égale 2π racine de L sur G. Notez bien, comme attendu, la période propre ne dépend pas de l'amplitude des oscillations. Mais attention, dans l'approximation harmonique ici, ce que j'écris n'est valable que pour les petits angles. Donc pour les petits angles, on a raison de dire que la période des oscillations ne dépend pas de l'amplitude des oscillations. En revanche, si vous avez des amplitudes angulaires trop grandes, si θ max est trop grand, eh bien l'approximation harmonique ne sera plus valable, vous voyez, la parabole ne sera plus une bonne approximation de la courbe en bleu, et dans ce cas-là, le comportement réel adopté par le pendule simple fera que la période des oscillations va dépendre légèrement de l'angle θ max. Pour cela, je vous renvoie aux travaux pratiques sur le pendule qui montrent cet effet. Pour résumer, concernant l'énergie, voilà ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un système conservatif à un degré de liberté, que j'appelle x, on peut prévoir le comportement qualitatif à l'aide du profil d'énergie potentielle. Souvent, on commence déjà par représenter le profil pour en tirer de l'information. On détermine les états d'équilibre stables en cherchant les minima de EP. On détermine les états d'équilibre instables en cherchant les maxima de EP. Et au voisinage d'un équilibre stable, le système va osciller de façon harmonique si on peut approcher EP par une parabole. Et si vous pouvez l'approcher par une parabole, en écrivant l'équation de cette parabole, vous pourrez trouver non seulement l'équation différentielle de l'oscillateur, mais vous pourrez aussi trouver la pulsation propre, sa période propre, sa fréquence propre, etc., etc. La prochaine fois, nous verrons ce qui se passe quand on introduit un peu de frottement dans le système.